Vous écoutez Mystère Radio. Énigme et aventure. Le miroir aux alouettes, une pièce policière d'Isabelle Villard, avec René Habib, André Davier, Sacha Solnia, Adrien Nicati, Claude Abran, André Faure, Jean-Charles Fontana, Georges Vode, Marcel Vidal, Jean Darmance, Richard Corena et Denise Gouverneur. Assistante Geneviève Chop, mise en onde, Éric Miche. Le miroir aux alouettes. Oh, madame, s'il vous plaît. Vous m'avez fait peur. Non, excusez-moi. Monsieur Durtal n'est toujours pas rentré? Vous êtes bien impatient? Vous ne croyez pas qu'il a oublié? Je vous répète qu'il m'a dit en sortant, j'attends monsieur à 11h, tu le feras rentrer au salon. Vous vous appelez bien Jolinon? Oui, Marc Jolinon. Eh bien alors, attendez 11h. C'est que justement, je ne peux plus attendre. Enfin, pas dans ce salon. Hein? Je suis très nerveux. Si vous le permettiez, j'attendrai ici, avec vous. À la cuisine? Vous n'y pensez pas. Mais qu'est-ce que dirait monsieur Roland? Retournez donc au salon et laissez-moi travailler. Je ne veux pas retourner au salon. Enfin, qu'est-ce qu'il a, ce salon? Il y fait froid? Non, pas du tout, il est très bien. C'est la glace. Au-dessus de la cheminée. La quoi? La glace. Elle est rivée et je ne peux pas l'enlever. L'enlever? Pour le miroir ovale, j'ai réussi à le déposer, mais la grande glace, je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai bien entendu? Vous avez enlevé le miroir ovale? Oui, mais ne craignez rien, je l'ai fait très délicatement. Je ne l'ai pas abîmé. Écoutez, monsieur, je suppose que vous êtes vitrigué et que vous avez des ordres de monsieur Durtal. Mais comme il ne m'a rien dit, je vous prie de ne toucher à rien avant qu'il soit là. Non, je ne connais pas monsieur Durtal. Je lui ai téléphoné hier. Il m'a dit qu'il me recevrait ce matin. Ce n'est pas lui qui vous a chargé de déménager ces meubles. Mais non, madame, non. Je ne suis pas vitrier ni déménageur. Oh, je vous en prie, n'insistez pas. Vous ne pourriez pas comprendre. Ce que je comprends, c'est que vous allez immédiatement remettre ce miroir en place. Non, madame, non. Ne m'obligez pas à rentrer dans ce salon. Alors j'y vais moi-même. Non, vous ne bougerez pas. Par exemple, vous n'avez pas la prétention de m'enfermer. Madame, ce miroir est très beau, très ancien. Vous pourriez le casser. Et on dit que ça porte malheur. Non, restez assise, je vous en prie. Je vous en supplie. Bien, bien. Si vous voulez, je vous aiderai à éplucher vos pommes de terre. C'est bon. On va rester assis tous les deux, gentiment, en attendant monsieur Durtal. Tous les deux, comme deux vieux amis. Vous n'osez pas me confier un couteau, n'est-ce pas? C'est inutile, j'ai presque fini. Je ne suis pas dangereux, vous savez. C'est seulement les miroirs. C'est tellement naturel. Vous savez, monsieur Durtal n'est pas médecin. Je sais. Qui est-ce qui vous envoie? Ma femme. Monsieur Durtal a donné de précieux conseils à une de ses amies l'année dernière. Mais je ne suis pas fou, vous savez. Mais je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que vous allez chercher? Moi, j'avais un cousin qui ne supportait pas le tic-tac des horloges. Il les arrêtait toutes. Pour lui, c'était la vie qui passait. La vie, la mort, vous voyez. Alors peut-être que pour vous, les miroirs, c'est pareil. Pourtant, vous êtes encore jeune et bien tourné. Votre cousin, on l'a enfermé? Pensez-vous, il a eu un accident de voiture qu'il a laissé entre la vie et la mort pendant 3 mois. Mais il s'en est tiré. Ensuite, les pendules, il les bénissait. Elles sonnaient toutes les minutes qu'il avait gagnées. Le sursis, quoi. Oh, la porte. Monsieur Durtal. Vous êtes monsieur Jolinon? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites à la cuisine? Marie, je t'avais dit... Non, c'est ma faute. Madame n'y est pour rien. C'est moi qui avais besoin de compagnie. Tout va bien, Marie? Tout va bien, monsieur Roland.
Seulement, je vous conseille de recevoir ce monsieur dans votre bureau. Il n'y a pas de miroir. Pas de... Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur vous expliquera. Oui, monsieur Durtal. Madame a raison. Je vous expliquerai tout. Très bien, très bien. Dans ce cas, par ici, s'il vous plaît. Passez donc. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie, monsieur Durtal, que si vous ne m'aidez pas, je vais finir à l'asile. Allons, pas de grands mots. Je deviens fou allié. J'ai peur. Ne croyez-vous pas qu'un médecin serait mieux à même de... C'est vous qui pouvez me donner un conseil. Voilà. Je suis coupable d'un crime. Ah oui? Sur la personne de mon directeur, au bureau. Je lui ai lancé un miroir à la tête. Je l'ai blessé. Ce n'est pas un crime, c'est un accident. Oui, si nous commencions par le commencement. Tout d'abord, votre profession. J'étais employé depuis 10 ans chez monsieur Robinet, architecte. Je suis moi-même dessinateur architecte. Marié? Oui, depuis 6 ans. Pas de problème de ce côté-là? Non, je suis heureux en ménage. Les enfants? Non. Où habitez-vous? 25 rue des Sablons, pas loin du bureau. Mon bureau est à Auteuil. Un chic bureau, une bonne ambiance. Et j'ai tout gâché. Mais aussi, pourquoi cette blague? Cette blague idiote? Une blague? Un colis personnel au courrier. Sans malice, je l'ouvre. C'était un miroir. Je m'y attendais si peu. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu rouge. Je l'ai brisé contre le bord de mon bureau. Attiré par le bruit, monsieur Robinet est entré et c'est arrivé, on a dû lui faire 12 points de suture. Et bien sûr, j'ai reçu mon congé. Quand cela s'est-il produit? Le mois dernier. Est-ce la première fois que vous vous laissiez aller à un geste de ce genre? Oui. Depuis quand souffrez-vous de cette phobie? Depuis toujours. Voyons, monsieur Joly, non. Vous avez 32 ans, 33. 35. Et vous auriez attendu le mois dernier pour... Ça n'a pas de sens. Avez-vous consulté un médecin? Notre toubib du quartier, celui qu'on appelle quand on a la grippe. Vous lui avez parlé de votre cas? Oui. Il a rigolé. Il m'a dit... vous n'aimez pas vous regarder dans les glaces, ben mon vieux, ne vous y regardez pas. Oui, il est vrai que le malheur n'était pas encore arrivé. Il vous faut voir un spécialiste. Les cas de phobie sont plus fréquents qu'on ne le pense. Et en général, la psychanalyse en vient à bout en quelques séances. Il s'agit évidemment d'un fait précis dans votre vie passée, peut-être dans votre petite enfance, et qui aura déclenché cette horreur des miroirs. Voyez-vous lequel? Je ne me souviens de rien. Aucun événement de votre vie dans lequel un miroir ait joué un rôle? Non, il paraît que tout petit, déjà, je pleurais quand on voulait faire ma toilette devant une glace. Ce sont vos parents qui vous l'ont raconté? Non, mes parents sont morts il y a plus de 30 ans. Je les ai à peine connus. C'est ma tante qui m'a élevé, la sœur de mon père. C'est elle qui m'a dit que... Oui, que j'avais toujours été comme ça. Sans vous donner aucune explication? Non, aucune. Cette dame vit toujours? Non. Comment sont morts vos parents, le savez-vous? Mon père a eu une attaque. Ma mère lui a survécu quelques années. Je me souviens d'elle. Ma tante m'emmenait quelquefois la voir. Une dame très douce, dans un fauteuil. Elle était infirme? Oui, une paralysie. C'est pourquoi elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Il ne vous reste aucun autre parent? Si, un oncle. Mon père avait une sœur et un frère. Et il est au courant de votre névrose? Non, je ne lui en ai jamais parlé. Il n'y a pas longtemps qu'il est rentré du Sénégal. Nous sommes en bons termes, mais nous ne sommes pas intimes. Il ne nous a jamais rien raconté de sa vie, et nous non plus. Nous parlons de choses et d'autres. De politique surtout, ça le passionne. Allez le voir. Seul. Questionnez-le. Confiez-lui cette phobie des miroirs. Il est peut-être le seul à pouvoir vous l'expliquer. Car c'est dans un passé très reculé qu'il faut en chercher l'origine. J'y penserai. Mais je vois pas ce qu'il pourra m'apprendre. Je crois qu'il était déjà aux colonies quand mes parents sont morts. En somme, c'est cet envoi anonyme d'un miroir à votre bureau qui a déterminé une aggravation de votre cas. Il me semble, oui.
Jusqu'à ce moment-là, je composais avec cette bizarrerie. À la maison, ma femme avait arrangé sur sa coiffeuse un système de miroir tournant. Puis à la salle de bain, un rideau de plastique. Je me rase au rasoir électrique. Puis chez le coiffeur, je fais tourner mon siège. Et je ne conduis pas. Le rétroviseur, vous comprenez? Et à votre bureau? J'ai jamais eu d'ennui. Au lavabo, le miroir est dans une armoire. Une question encore. Et c'est sans doute la première que mon ami psychiatre vous posera, si toutefois vous acceptiez d'aller le trouver de ma part. Est-ce le miroir lui-même qui vous hérisse ou ce qu'il reflète? Réfléchissez bien. Ce qu'il reflète, je crois. Votre visage? Oui. Quand je me vois, mes tempes se mettent à battre. La tête me tourne. Quel sentiment éprouvez-vous à ce moment-là? Une grande peur. Une peur panique. Un désir de violence? Oui, aussi. Et de la haine. Voyez-vous, monsieur Durtal, quand je me regarde dans une glace, j'ai l'impression de voir le visage d'un assassin. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a téléphoné à un de ses amis, un psychiatre. Il a accepté de te recevoir? Oui. Et tu iras? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Tu ne dis rien, mais tu n'en penses pas moins. Je ne pense rien, Marc. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Je suis libre, mais toi, tu es la vivante statue de la réprobation. Oh, je t'assure que non. Tu sais très bien que je ne t'ai jamais poussé à te mettre entre les mains de ces gens-là. Je me dis seulement que d'avoir dérangé Monsieur Durtal pour rien, et le médecin, c'est peut-être pas très poli. Oh, la politesse, tu sais. Où est le whisky? Comme toujours, dans le placard. Et ne bois pas trop. L'oncle nous attend pour l'apéritif. Et comment ça se fait? C'est pas dimanche? Il a appelé cet après-midi. Il n'a pas dit ce qu'il voulait? Non. Il a fait téléphoner par Justin. Emma, tourne ça. Tourne ça tout de suite. Quoi donc? Oh, pardon. Coucou. La vilaine glace a disparu. Ne plaisante pas avec ça. Je te demande pardon. Mais j'ai juste un coup d'œil pour voir la tête que j'avais. J'ai une de ces migraines, à n'y plus voir clair. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Sans doute que je me fais pas assez de soucis. Jean-Claude a téléphoné? Non, pas aujourd'hui. Je vais l'appeler. On se demande parfois pourquoi les hommes ne se mettent pas en ménage avec leur meilleur ami. Ils seraient sûrement plus heureux. Jean-Claude ne me considère pas comme un malade. Sa compagnie me fait du bien. Allô, c'est toi? Pas mal, ouais. Mais je te raconterai. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Reviens dîner avec nous. Tu sais bien que quand il y a pour deux, il y a pour trois. D'accord. N'oublie pas l'oncle. Ah oui, c'est vrai. Emma me rappelle que nous devons aller chez l'oncle Gérard. Alors, ne viens pas trop tôt. C'est ça, oui. Tout à l'heure. Il viendra vers 8h. Très bien. Ça ne te gêne pas, chérie? Mais non. Tu l'as dit toi-même, quand il y a pour deux, il y a pour trois. Ce soir, ce sera 2 escalopes partagées en 3, voilà tout. Tu as pas quelque chose au frigo? Mais oui, ne t'en fais pas. Je me débrouillerai. Seulement l'oncle, tu iras le voir tout seul. On ne peut pas être au four et au moulin. À pas dire, Marie, personne n'a réussi comme vous la charlotte aux pommes. Miam miam. C'est pourtant bien simple. Ah, mais justement, c'est aux mets les plus simples qu'on reconnaît l'artiste. J'ai mangé une fois une omelette chez la mère Germaine à Châteauneuf-du-Pape. Une simple omelette. De quoi faire pâlir toutes les omelettes passées et à venir. Même compliment, Marie, pour la petite entrée que vous avez prétendu improviser. Ces œufs au miroir étaient délectables. Dites, monsieur Roland, voilà un plat qu'il n'aurait pas fallu servir à votre visiteur d'hier. Des œufs au miroir. Marie fait allusion à un malheureux qui m'a été envoyé par je ne sais plus quelle inconsciente. Ah, un dingue. Il ne pouvait pas supporter les miroirs.
Il a failli déménager le salon. Il m'a enfermé à la cuisine parce qu'il ne pouvait pas déceler la glace de la cheminée. Un peu plus, il l'a cassé. Nom de Dieu! Qu'est-ce que j'ai Un dit? pépin dans la Charlotte, commissaire? Vous avez dit, Marie, que cet homme a failli casser la glace du salon et qu'il vous a enfermé à la cuisine? Ben oui, à cause du miroir ovale que je voulais remettre en place. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Quelle mouche t'a piqué? Ni une mouche, ni un pépin de pomme. C'est un meurtrier que tu vas me permettre à moi de piquer. Quoi, un meurtrier? Explique-toi. Qu'as-tu fait de ton étrange visiteur hier? Je l'ai adressé au docteur Pachot. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Hé, accouche. Oui, le commissaire ménage ses effets. Hier soir, un vieillard a été assassiné chez lui, à Neuilly, sauvagement frappé à coups de chandelier, un ancien colonial. Mais alors, quel rapport avec mon bonhomme? Jusqu'à présent, nos soupçons pesaient sur le valet de chambre, un repris de justice. Mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ah, et c'était? La glace de Venise qui ornait la pièce était fracassée, elle aussi, à coups de chandelier. Mon Dieu! Évidemment, c'est troublant. Encore faut-il savoir si mon casseur de vitres était en relation avec ton vieux colonial. Paris est grand, tu sais. Oui. Comment s'appelle la victime? Franchhomme, Gérard Franchhomme. Alors ce n'est pas ça du tout. Le nôtre s'appelle Jolinon. Joli nom? Joli nom, ça me dit quelque chose. Je peux utiliser ton téléphone? Je t'en prie, oui. Eh ben, je le vois pas, ferait votre protégé, Marie. Mon protégé, ce n'est pas mon protégé du tout. Simplement, il n'avait pas l'air méchant. Il avait l'air malade. Et les malades, il faut les plaindre. Ah, si j'avais su que ce garçon était capable d'un crime. Ah bah ces trucs-là, on s'en aperçoit toujours trop tard. Hein. Un gars est un peu bizarre, mais gentil tout plein. Tout à coup, trac, il étrangle le facteur. Quand un nerveux s'estime d'être un nerveux pour devenir un aliéné, mais la limite. Alors, Gallois? Franchhomme avait une nièce, et cette personne est l'épouse d'un certain Marc Jolinon, dessinateur architecte. Eh, vous voyez, tout s'arrange. Tout s'arrange. Pour qui? Mais pour nous, Marie. Oh, alors, vous n'allez tout de même pas plaindre un sauvage qui massacre un vieillard sans défense. Mais les femmes aiment la manière forte. Le gars a bousculé Marie, ça y est, elle est séduite. Pour entendre des bêtises pareilles, j'aime mieux m'en aller. Ne te fâche pas, Marie, et ne nous prive pas de café, hein. Alors, Gallois, si tu nous racontais ta petite histoire... Ah non, je n'ai pas le temps maintenant, mon petit Durtal. Je ne veux pas laisser filer notre bel oiseau. Ah, vous allez l'arrêter? Eh, ma foi, s'il n'a pas un alibi en bronze, de toute façon, on ne lui fera pas de mal. On l'empêchera de nuire, voilà tout. Allez, au revoir, les enfants. Je t'appellerai demain. Vous n'attendez pas le café, monsieur Gallois? Pas le temps, Marie, et croyez-moi, c'est une punition. Bon sang, Picoche. Je suis en partie responsable de ce meurtre. Quoi, vous, patron? Ah oui, c'est moi qui ai conseillé à ce malheureux d'aller voir son oncle. Et alors? Bah, vous lui avez pas conseillé de tout casser dans la baraque, y compris l'oncle. Et vous n'êtes pas la nourrice de tous les dingues qui se baladent en liberté. Qu'est-ce qu'il en a pensé, votre toubib? Il n'y est pas allé. Hein? Pachot l'attendait à 2h. Il ne l'a pas vu. Il m'a téléphoné. Il a peut-être eu la trouille, votre gars. Peut-être. Mais il avait peur qu'on l'enferme. Non, je veux dire, il a peut-être eu la trouille du toubib, de l'examen. Des fois qu'il vous aurait joué la barbouillée. Non. Ce type était sincère, Picoche. J'en jurerais. Hein? Je me demande seulement pourquoi c'est vous qu'il est venu trouver. Il aurait voulu annoncer son crime au clairon. Il aurait pas mieux fait. Le divisionnaire est occupé, monsieur Durtal. Il interroge des clients. À propos de l'affaire Franchhomme? Oui, on a bouclé le neveu. Jolinon? Oui, c'est sa femme qui est là. Et tu as dit des clients? Eh, il y a le meilleur ami de Jolinon qui l'a accompagné, un nommé Jean-Claude Alliard. Les psychiatres l'ont vu? Oh, c'est un monsieur tout à fait normal. Non, je parle de Jolinon. Ah, non, pas encore. Il va passer des tests tout l'après-midi. Comment se défend-il? Mal. Il avoue être allé chez le vieux et avoir cassé la glace, mais il nie l'avoir tué. C'est pas impossible. Enfantin, le chandelier porte encore ses empreintes. Et rien que les siennes. Hein? Le mobile? Avec un dingue, pas besoin de se casser la nénette.
Sans doute que le vieux aurait essayé de l'empêcher de briser la glace. On a retrouvé le corps près du miroir? Non, dans son fauteuil au bureau. Qui l'a découvert? Le valet de chambre, Justin Mauduit. Il avait congé ce soir-là et il est rentré vers minuit. C'est lui qui nous a alertés. Mais alors comment Jolinon est-il entré? C'est la victime qui est allée lui ouvrir? Non, Franchhomme était presque impotent. Le vendredi, jour de sortie de son employé, il laissait les clés sur la porte. Tout le monde pouvait entrer, alors? Tout le monde. D'autant que le bureau où il se tenait était au rez-de-chaussée. Mais il n'était pas froussard et rien n'est jamais arrivé. Il suffit d'une fois. Franchhomme avait un vieux pistolet d'ordonnance dans le tiroir de son bureau. Et il semble qu'il ait voulu le prendre, le tiroir était ouvert. Il n'y manque rien? Le valet dit que non. Ouais, évidemment, le valet, c'est pas de Laurent Barre. Hein. Franchhomme l'a ramené avec lui du Sénégal, où il avait fait 4 ans de cabane. Quelque chose de grave? Je ne sais pas, on attend le dossier. Et le valet, là, vous l'avez laissé tranquille? Pour le moment. Il nous faut vérifier son alibi. Il prétend qu'il jouait à la blotte et nous a cité le nom de ses témoins. Mais surtout, il n'avait aucun mobile. Pour lui, c'était tuer la poule aux œufs d'or. De la fortune, ce Franchhomme? D'après les ragots du quartier, oui. Monsieur Gallois a rendez-vous à 2h avec le notaire. Bon, je reviendrai. Tiens, on dirait que l'interrogatoire est terminé. Comment se fait-il que tu n'y aies pas assisté, Galabert? C'est Barbarin qui a sténographié. Moi, j'avais tout le rapport à taper. Bon, je me sauve. Je ne veux pas me montrer pour le moment. Ciao! Nous restons à votre entière disposition, commissaire. Si vous voulez attendre pour signer vos déclarations, à moins que vous ne préfériez revenir dans une petite demi-heure. Eh bien, si vous le permettez, nous allons prendre un café. Bon. N'est-ce pas, Emma? Si vous voulez. Raccompagne, Galabert. À tout à l'heure. Par ici, je vous prie. Madame Jolinon, Oui, c'est moi. je me présente. Roland Durtal. Oh, monsieur Durtal, je suis si heureuse de vous connaître. Ravi. Vous êtes une des dernières personnes à avoir vu Marc avant le drame. C'est exact. Nous nous proposions de venir vous trouver. Ce monsieur est Jean-Claude Alia, le meilleur ami de Marc. Président. Nous allons prendre un café. Voulez-vous vous joindre à nous? Mais avec plaisir. Je m'intéresse beaucoup au cas de ce pauvre garçon. Et il y a bien des points que j'aimerais éclaircir avec vous. Et avec des croissants, s'il vous plaît. Ah, je savais. Je savais que ça arriverait. Oh, allons, Emma. Ne perdez pas votre sang-froid. Oh, naturellement, vous. Vous n'avez jamais voulu me seconder. Vous n'avez fait qu'au rire de mes angoisses. Parce que je ne voulais pas que Marc vive dans une atmosphère de catastrophe. Oui, malgré tout, le malheur est arrivé. Vous considériez donc votre mari comme un malade mental? Je n'ai pas dit ça. Mais sa manie s'aggravait de jour en jour. Hier encore, il m'a fait une histoire parce que je me suis regardée dans une glace pendant 1 seconde. 100 fois, j'ai essayé de l'envoyer se faire examiner. 100 fois, il a refusé. Et vous, Jean-Claude, vous vous liguiez avec lui contre moi. Et maintenant, voilà, il est en prison. C'est vous qui avez insisté pour qu'il vienne me voir? Oui. Vous avez aidé une de mes amies l'an dernier, Madame Clavel. Ah oui, c'est bien. Je sais que vous vous intéressez seulement aux affaires criminelles. Marc se sentait un coupable en puissance. Il me l'a dit 100 fois. Tout se passait dans son esprit. Marc était incapable de faire du mal à une mouche. Et si vous me racontiez en détail la soirée d'hier, que s'est-il passé au juste? Marc m'avait téléphoné pour m'inviter à dîner. Et lorsque je me suis présenté rue des Sablons... Si vous me laissiez parler, Jean-Claude, c'est moi sa femme, non? Comme vous voudrez, ma chère. C'était pour vous aider, simplement. Voilà. Marc est rentré vers 5 heures. Je lui ai dit que l'oncle nous attendait pour l'apéritif. Monsieur Franchhomme vous avez téléphoné? Il avait fait appeler par Justin, le valet de chambre. Mon oncle se déplaçait avec peine. C'est toujours Justin qui servait d'intermédiaire. Et vous a-t-il dit pourquoi monsieur Franchhomme désirait vous voir? Non. Il a été très bref. Et l'oncle était... Enfin, nous n'avions pas l'habitude de discuter avec lui. Vous étiez en bon terme? Oh, excellent. On déjeunait à Neuilly tous les dimanches. Et ensuite, que s'est-il passé? Eh bien, Marc a téléphoné à monsieur Alia pour l'inviter à dîner. À 6 heures, je confirme. Vers 7h moins un quart, Marc est parti pour Neuilly. Vous ne l'avez pas accompagné? Non, il fallait que je prépare le dîner. Monsieur Alia est arrivé vers 8h. Votre mari n'était pas rentré? Non, il est rentré à 9h10. Oui, à 9h moins le quart environ, nous avons perdu patience et nous avons commencé à dîner sans lui. Il est arrivé pâle, l'air troublé. Il n'a pas voulu manger et s'est rendu tout de suite dans sa chambre. Aucune confidence? Aucune. Il faut dire la vérité, Emma. Marc a prononcé quelques paroles étranges. Oui. Guéri.
Je suis guéri. Il avait l'air d'un somnambule. Avez-vous répété ces mots au commissaire? Non. Aux yeux de la police, ça n'aurait servi qu'à l'accabler davantage. Mais à vous, monsieur Durtal, à vous qui voulez l'aider, nous devons toute la vérité. Mais en quoi ces mots devaient-ils l'accabler, selon vous? Mais ces messieurs pourraient penser que le fait de... Eh bien, sa violence envers son oncle aurait pu le délivrer de sa hantise. Et comment a-t-il réagi quand la police vous a appris la nouvelle du décès de monsieur Franchon? Il a été bouleversé, comme moi. Du moins, il en a eu l'air. Monsieur Alia, connaissiez-vous la victime? L'oncle Gérard? Oui. Non. Je ne l'avais jamais vu. Non, bien sûr, Marc et Emma en parlaient souvent. À quelle heure avez-vous quitté le domicile des Jolinons ce vendredi soir? Vers 10h30. J'ai essayé de frapper à la porte de Marc, mais il n'a pas voulu me recevoir. Il m'a dit qu'il préférait être seul. Et vous, madame? Je suis allée me coucher. Je n'ai revu Marc qu'au moment où la police a téléphoné. Vous faisiez chambre à part? Depuis toujours, il n'y avait rien là d'exceptionnel. Que pensez-vous de Justin Mauduit? Justin, un brave type. D'apparence plutôt rébarbative, mais au fond très dévoué à mon oncle. Croyez-vous qu'il ait pu l'assassiner? Lui? Oh, je ne sais plus quoi croire. J'aimerais qu'il ait pu le faire. Sinon, oh mon Dieu, que nous sommes coupables, tous. Tous coupables. Tous coupables. Un brave garçon, monsieur Durtal, un brave garçon. Et un excellent collaborateur. Bon, rien à lui reprocher. Jusqu'au jour où. Voilà Loïc. Jusqu'au jour où. Vous êtes au courant, je pense. Oui, assez vaguement. C'est pourquoi je me suis permis de venir vous trouver. Jolinon a pris une crise de folie furieuse. Il m'a acheté à la tête un miroir qu'il venait de briser. Vous voyez encore la cicatrice. Ouais. Et on a même craint pour ma vue. Vous comprenez que j'ai dû renoncer à la présence dans mes bureaux d'un garçon aussi dangereux. N'auriez-vous pu le mettre en congé de maladie? Je ne voulais pas prendre de risques. Depuis 10 ans qu'il travaillait chez vous, aviez-vous déjà été en buteur à de pareilles violences? Mais jamais, absolument jamais. J'irai plus loin. Personne chez nous ne s'était aperçu de sa manie. Vous savez, dans un bureau d'architecte, on ne passe pas son temps à se mirer dans des glaces. Savez-vous qui a eu la malencontreuse idée de lui expédier le miroir qui a causé sa crise? Non, hélas. Je n'ai pu mettre la main sur le mauvais plaisant. Vous savez, monsieur Durtal, c'est comme à l'école, quand une farce a mal tourné, personne n'avoue l'avoir commise. Cet envoi était anonyme. Avez-vous mis de côté le papier d'emballage, les fragments du miroir? Non. Dommage. Non, hélas. Nous n'avons rien gardé. Jolinon avait-il des ennemis parmi ses camarades de travail? Aucun. Tout le monde l'aimait bien. Et si l'un d'eux a fait cette ridicule expédition, il n'a sûrement pas mesuré la portée de son acte. Mais une chose m'étonne, je croyais que chez vous, personne n'était au courant de la phobie de Marc Jolinon. Juste avant la rentrée, en septembre, nous l'avons appris. Figurez-vous que j'avais caressé le projet d'offrir à mon personnel des vestiaires modèles. Enfin, quelque chose de moderne, vous voyez. De nos jours, on est très à cheval sur le confort des employés. Bien sûr, tout le bureau était au courant du projet. C'est l'un de mes dessinateurs qui l'avait préparé. Jolinon a commencé à devenir nerveux. Vous l'avez remarqué? Tout le monde l'a remarqué. Mais personne n'a fait le rapprochement qui s'imposait. C'est d'un cheveu que la catastrophe a pu être évitée. La catastrophe? Imaginez un peu. Le vestiaire projeté était tout en glace. Toutes les parois étaient en glace. Le plafond aussi. Je vous demande pardon, je ne devrais pas rire. Le cas de ce pauvre Jolinon doit être tragique. Encore plus que vous ne le supposez, monsieur Robinet. De toute façon, je ne m'oppose pas à lui délivrer un excellent certificat. S'il accepte de se faire soigner, bien sûr. Je ne puis exposer aucun de mes collègues à un tel danger. Je comprends très bien. Donc, c'est vers le début du mois de septembre que Jolinon vous a confié son état mental? Non. Non, c'est sa femme qui m'a prévenu. Oh, très discrètement. Il n'en a rien su. Mais il paraît qu'il se tourmentait tellement à propos de ses vestiaires qu'il n'en dormait plus. J'ai immédiatement renoncé à la maquette par amitié pour Jolinon. Tout le bureau était au courant. C'était inévitable. Et qu'est-il advenu de votre projet?
J'ai demandé d'autres maquettes. Et puis, vous savez, tout est si cher de nos jours. Pour finir, je crois que je vais y renoncer. C'était une très grosse dépense. Eh bien, monsieur, je vous remercie de votre confiance. Je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Si je puis me permettre, Oui. votre réputation, monsieur Durtal, n'est plus à faire. C'est bien d'enquête policière que vous vous occupez. J'espère que notre pauvre ami n'aurait pas... Non, rassurez-vous, monsieur Robinet. Marc Jolinon a simplement décidé de se faire soigner, et comme je suis un ami du psychiatre qu'il a choisi... Ah, très bien. Très bien. Vous voici donc, monsieur Durtal, l'allié de la science, après avoir été celui de la justice. Oh, Tous mes voeux vous accompagnent. Merci. Tous mes voeux. Bref, tout le monde le croit coupable. La police, son patron, son meilleur ami, sa femme. Et vous? Hein, monsieur Durtal? Tu sais que j'ai l'esprit de contradiction. Vous ne lâchez pas la rampe? Ah, jamais de la vie. Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux le voir. Voir et entendre ce qu'il osera me dire, à moi, face à face. Vous allez toucher un laissez-passer? Ah, Gallois me refusera pas ça. Hein? Je peux venir avec vous? Non, j'ai mieux à faire pour toi, Picoche. Va trouver Justin Mauduit, le valet de chambre, et tâche de lui tirer les verres du nez. Mais si c'est un dur, il va m'envoyer sur les roses. Trouve un moyen de lui aspirer confiance. J'aimerais savoir ce qu'il pense de tout ça, lui. D'accord, patron, je ferai de mon mieux. Vous allez tout de suite au dépôt? Ah oui, tu veux que je te dépose? Je dis pas non. Zéphirine est en clinique. Oui, le démarreur. Bon, alors allons-y. Monsieur Roland, vous allez voir le jeune homme. Je vais essayer, Marie, oui, pourquoi? J'avais préparé ça. Qu'est-ce... Des gaufrettes fourrées au chocolat. Quoi, tu veux que je lui donne ça de ta part? Je le disais bien. Mais avec les femmes, rien ne vaut la manière forte. Taisez-vous, Picoche. Monsieur Roland, j'aimerais que vous lui disiez que je ne lui en veux pas. Et que je fais tous mes vœux pour sa guérison. Salut, collègue. Vous désirez? C'est vous, Justin Mauduit? C'est moi. On peut bavarder 5 minutes? Vous êtes de la police? Ben non, et vous? Oh, c'est malin. Puisque je vous dis qu'on est collègues. Je suis comme vous, valet de chambre d'un vieux guignol. À cette différence que le mien, il se porte comme le Pont-Neuf. Et alors? J'ai une affaire à vous proposer. Quel genre d'affaire? Ben, les affaires, il n'y a que les bonnes et les mauvaises. Et les mauvaises, je suis plutôt contre. Entrez. Là, la salle à manger. Pourquoi se gêner, hein? Belle pièce, mais grande, alors beaucoup de boulot. Des parquets partout, et alors les meubles, en acajou, alors pardon. Le cireur, c'est moi. La cuisinière, l'infirmière, le barman, c'est moi. Ou du moins, c'était. Un verre? Et ça ne se refuse pas. Il y a dans le buffet un calvados qui n'est pas sale. Et les poulets n'ont mis les scellés que sur le bureau. On vous a pas embêté au moins? Non, j'étais pas là. À votre santé. Santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le service de monsieur? Monsieur désire se retirer du circuit. Et c'est pas du goût de mon daron, il m'a dit... Désiré, je vous laisse partir si vous m'amenez un bon remplaçant. Alors je cherche. Les gens de métier sont rares, hein. Qui c'est qui vous a donné mon nom? Oh, j'ai eu besoin de personne, j'épluche les journaux, les rapports aux demandes d'emploi. Quand j'ai vu qu'on avait descendu un rentier à Neuilly, ça m'a fait tilt et je me suis dit, voilà un collègue sur la paille. Et je suis venu. Ça vous intéresse? Non. Pourtant, c'est une bonne place, hein, bien payée. Le vieux est tout seul, pas trop exigeant. L'appartement, c'est bien moins grand qu'ici. Et pour le gros, il y a une femme de ménage. Gentil à vous, collègue, mais moi aussi, je veux arrêter le boulot. Ah. J'ai mis quelques sous à gauche. Et je pensais reprendre un troquet à la campagne. Oui, c'est ce qui marche le mieux maintenant. Vous savez, la pollution, l'air pur, l'évasion. Ouais. J'ai une bonne occasion du côté de Magny, c'est un peu chéro. Et on pourrait peut-être... Ça vous dirait quelque chose?
Non, mon vieux, non merci, j'en ai marre de lécher les bottes des nantis. À courir au coup de sonnette ou au tintement de la cuillère, c'est du pareil au même. Monsieur Désir, à votre service, monsieur, à votre service... Oh, j'en ai ras le bol. Si vous avez de quoi vivre peinard, hein, vous avez raison. Le vieux a promis d'assurer mon avenir. Vous êtes verni. Le mien, il me paye 2 mois de gage. Faut dire que nous deux franch'hommes, ça fait une paye qu'on faisait route ensemble. Je l'ai connu en Afrique tout de suite après la guerre. C'est lui qui m'a obligé à le suivre à Paris. Alors il me devait bien ça. Oh, des fois, c'est des belles promesses. Hein. Ah non, c'est pas du bidon, il me laisse le paquet. Le notaire était là l'autre jour. On s'est encore écouté aux portes. Quelques milliers de francs de nos jours, c'est vite bouffé. 30 briques, ça vous dit rien? Non. En fiche, 300 000 francs lourds. Eh ben, on peut dire que vous avez les rognons couverts. Encore une goutte de calva? Volontiers. Il réveillera un mort. Dites, parlez pas de malheur. Faut dire qu'avec le vieux, on a pas mal marché dans la crotte. On dit que ça porte bonheur. Et je vois le topo. Mais, non, vous excitez pas. Mettons qu'on avait des souvenirs en commun. Et le patron, il tenait pas à ce que vous fassiez un album. Et dites voir une pareille somme. Les enfants, ils doivent la trouver saumâtre, non? Ils n'ont rien à dire. Et puis c'est pas des enfants, c'est des neveux. Mariés? Oui. Et la meilleure, ensemble. Comment ça, ensemble? Bah oui, c'est des cousins germains. Franch'homme avait un frère et une sœur. Les mômes se sont mariés. Eh ben, bravo, comme ça, pas d'histoire pour l'héritage. Il lui tenait les pieds au chaud? Elle venait quelques fois en semaine. Lui, jamais. Mais tous les dimanches, il venait manger. J'installais monsieur ici, là, le matin. C'est qu'il avait de la peine à se déplacer. Pauvre vieux. C'est pour ça qu'il laissait les clés sur la porte quand vous étiez pas là? Dites donc, vous en savez des choses, hein. C'est pas dans les canards, ce truc-là. Mais j'ai un copain qui est gendarme, alors on a quelques tuyaux. Les tuyaux, c'est vous qui les passez? Des fois, oui. Des fois, on fait des échanges. Allez, filez d'ici. Faut pas vous fâcher, mon pote. Si j'étais vous, j'aimerais savoir ce qu'on pense à la maison Parapluie. Et ça pourrait vous être utile. Pas besoin, je suis en dehors de tout ça. Hein? Vous saviez que le neveu était dingue? Et qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Il était comme vous et moi. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Une glace de Venise qui valait une fortune. C'est un dingue qui l'a cassé, non? Ou bien alors quelqu'un qui en avait vraiment ras-le-bol du service. Dis donc, mec, je t'ai assez vu. D'accord, je m'en vais. Puisque de toute façon, on ne peut pas s'entendre. Allez, fous le camp, Bouchard, il traîne pas les pieds ici. Ben, j'ai aucune envie de moisir ici. Des fois que pour le chandelier, il y aurait la paire. Je ne suis pas content de toi, Durtal. Pas content du tout. Qu'est-ce que c'est que ces façons de me couper l'herbe sous les pieds? Comment ça, mon vieux? Tu vas trouver Robinet. Tu envoies ton picoche chez Justin. Tu contre-interroges mes témoins. Et maintenant, tu veux voir le prévenu? Aurais-tu par hasard envie de faire l'enquête à ma place? Je ne suis pas encore à la retraite, tu sais. Ne t'énerve pas, Gallois. J'ai voulu démontrer que Jolinon n'était pas fou, mais seulement atteint d'une névrose mineure. Ah oui? Si tu veux aider ton ami Jolinon, il te faudra changer ton fusil d'épaule. Qu'est-ce que tu veux dire? Emploie-toi à prouver qu'il est fou allié. C'est le meilleur service que tu puisses lui rendre. Je comprends pas. Il fera 2 ans d'asile au lieu de 20 ans de travaux forcés. C'est bien ce qu'il cherche. Mais tu ne parles pas sans preuve. La commission d'experts a décidé que Marc Jolinon était pleinement responsable de ses actes. Un simulateur, voilà ce que c'est que ton bonhomme. Un simulateur de la pire espèce. Je suis certain que ce garçon était sincère. Son attitude chez moi... Comédie! Il est venu chez toi jouer au fou. Et l'accident au bureau? Comédie! Il s'est envoyé à lui-même, ce fameux miroir anonyme. Comédie aussi, la glace cassée chez sa victime. La victime d'un odieux crime crapuleux. Tu penses à l'héritage? Bah, c'est limpide. Mais aucun assassin, même irresponsable, ne peut hériter de sa victime. Non, mais sa femme hérite. 3 millions lourds, ça te dit quelque chose? 3 000. Alors, après quelques soins dans un hôpital psychiatrique, monsieur rentre à la maison où ses pantoufles l'attendent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Bon, se prétend guéri. Bien sûr, faut bien qu'il dise quelque chose, puisque les experts sont formels. Et il ne s'est pas rendu au rendez-vous de ton ami psychiatre. Encore une chose que tu m'as cachée. Et écoute, Gallois, tu as confiance en moi.
Tu sais que nous avons toujours travaillé la main dans la main. Oui. En général, oui. Mais cette fois-ci... Donne-moi un laissez-passer. Il faut que je voie Jolinon face à face, tu comprends? Il le faut. Oh, monsieur Durtal. Oh, j'espérais tellement vous revoir. Je reste dans les parages. D'accord, mon vieux Galabert, je t'appellerai. Non, inutile de refermer la porte. Notre ami n'a aucune raison de chercher à s'enfuir. N'est-ce pas, Marc? Ah, aucune, monsieur Durtal. Surtout maintenant. Maintenant que, grâce à vous, je suis guéri. Et il paraît en effet que les tests psychiatriques ont été négatifs. Avez-vous un miroir sur vous? Non, certainement pas. C'est dommage. Je vous aurais montré que la vue d'un miroir ne me fait plus ni chaud ni froid. Je suis libéré. Enfin. Si c'est d'avoir tué votre oncle qui vous a libéré, je vous prie de ne pas m'en attribuer le mérite. Oncle Gérard, mais vous savez bien, monsieur Durtal, que je ne l'ai pas frappé. C'est vous-même qui m'avez conseillé de lui parler. Cependant, vous n'ignorez pas que vous êtes en prison pour ça. Oui, mais c'est une erreur. Quelqu'un d'autre a dû venir après moi, et il l'aura tué pour le voler. Quand on l'aura retrouvé, on me relâchera tout de suite. D'ailleurs, il me semble bien avoir vu en partant une ombre qui se dissimulait dans les buissons. J'ai appelé, et il y a quelqu'un. Je suis même allé voir, et je n'ai trouvé personne. Vous l'avez dit au commissaire? Oui, mais je n'ai pas eu beaucoup de succès. Le commissaire m'a dit, les ombres dans les buissons sont au répertoire de tous les criminels. Je trouve que vous prenez la situation trop légèrement, Jolinon. Vous êtes accusé de crimes crapuleux, avec préméditation. Il n'y a pas là de quoi rire. Ah, vous ne savez pas ce que c'est quand pendant 30 ans de sa vie, on craint de perdre la raison. L'appréhension d'entrer chez des étrangers, de voir une demoiselle sortir son poudrier, l'horreur des vitrines dans la rue, des miroirs, il y en a partout. Celui qui ne s'en préoccupe pas ne les remarque pas. Il m'est arrivé de rentrer chez moi le soir et de m'enfermer dans le noir. Et des heures d'insomnie, des heures. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi? Et rien dans le souvenir, une mémoire muette. Le spectre de l'asile psychiatrique, l'avenir fermé par des barreaux. Mais alors là-dessus, tout à coup, la libération, grâce à vous. Écoutez, non, Marc, non, ne dites rien. Vous m'avez ouvert les yeux. Jusqu'alors, j'avais honte. Je ne parlais de ma manie à personne. Je cherchais à la cacher à tout prix. C'était là mon erreur. Il fallait parler. À vous d'abord. Et selon votre conseil, à mon oncle. Je suis allé le voir vendredi vers 7 heures. il vous attendait, n'est-ce pas? Non, il était très surpris de me voir. Les clés étaient sur la porte. Je suis entré. Oncle Gérard? Vous êtes là, oncle Gérard? Entre, mon garçon. Quelle bonne surprise. Nous ne sommes pourtant pas dimanche, mais entre donc, je suis là, dans mon bureau. Tout de suite, j'ai cru que ce serait la catastrophe. Il y avait un miroir gigantesque à droite du bureau. Vous avez saisi le chandelier et vous l'avez cassé. Non, monsieur Durtal, non. J'ai réussi, en serrant les poings, à résister et à m'asseoir le dos à cette satanée glace. Mais mon oncle a remarqué ma pâleur et m'a questionné. Je lui ai tout dit. Tout. Il m'a écouté avec beaucoup de bienveillance. Quand j'eus terminé, j'étais presque en larmes. Le visage d'un assassin. D'un assassin. Mon pauvre petit. Vous seul pouvez me sauver, oncle Gérard. Vous savez pourquoi je suis comme ça, dites. Est-ce que vous le savez? Oui, je le sais. Si tu m'avais parlé plus tôt, j'aurais pu t'aider depuis longtemps, mais depuis 5 ans que je suis rentré à Paris, je ne me suis aperçu de rien. Évidemment, on ne se voyait que le dimanche. Et il n'y a pas de glace dans la salle à manger. Parlez, oncle Gérard, parlez, je vous en prie. Oui, je vais parler. J'avais juré le secret à ta pauvre mère, mais là où elle est, si elle me voit, elle m'approuvera. Car tu es en danger. On a eu grand tort de te cacher la vérité. Tu vas savoir pourquoi tu hais les miroirs, mon enfant. Et pourquoi tu croyais voir le visage d'un assassin, le visage de ton père. De mon père? Oui. Mon frère était un homme très droit, mais violent, et ennemi des demi-mesures. Il a épousé une jeune fille charmante, douce, frêle et blonde, Émilie, ta mère. Une vraie fée.
tu es né, le ménage semblait tranquille, heureux, en apparence. Et puis, on dit que le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Ta mère a été imprudente. Non, ne dis rien. Un jour, rentrant plus tôt que de coutume, ton père a surpris ta mère entre les bras d'un homme. À la maison? À la maison, oui. Dans l'antichambre, il y avait un miroir. C'est dans ce miroir que ton père a vu la scène. Toi, petit bonhomme de 2 ans, tu t'accrochais à lui sans comprendre. Mais dans le miroir, tu as dû voir le visage de ton père convulsé par la haine. Le visage d'un assassin. Comment mon père Il s'est précipité dans la chambre et a frappé comme un fou, avec sa canne plombée. Il a fait beaucoup de mal. Ta pauvre mère ne s'est jamais remise, elle est restée infirme. Et l'anémie l'a emportée quelques années après. Et mon père? Je t'ai dit qu'il était ennemi des demi-mesures. Il s'est suicidé le lendemain. On m'a toujours dit qu'il était mort d'une attaque. Et l'autre homme, il l'avait tué? Non. L'homme avait le bassin fracturé et le crâne, mais il s'en est sorti. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ta mère n'a pas voulu le revoir. Il est parti aux colonies. Oncle Gérard. Essaye de ne pas me juger. Tromper un homme, ça n'est pas beau. Tromper son propre frère, c'est ignoble. Mais ta mère et moi, c'était... Oh, c'était le ciel sur la terre. Tu ressembles à ton père, comme 2 gouttes d'eau. Oh, mon Dieu. Je comprends tout. C'est ma sœur qui t'a élevé. Elle t'a même adopté. Nous pensions que si tu ne portais plus ce nom maudit, tu resterais plus facilement à l'écart du drame. Une grave erreur. Vous ne pouviez pas savoir. Je vous remercie de cet aveu. Il a dû vous coûter. C'est la première fois que j'en parle. Depuis 30 ans. Mais j'éprouve un étrange sentiment de paix. Il ne fait pas bon vivre avec un secret. Tu vois ce miroir? Eh bien, c'est dans ce miroir que ton père nous a aperçus, Émilie et moi. Comment c'est celui-là? Celui-là même. Par une ironie du sort, j'en ai hérité. Bien sûr, j'aurais pu le vendre ou le donner, j'ai voulu le laisser ici, dans mon bureau, comme un témoin de ma faute. Souviens-toi! Maintenant que tu sais tout, je vois que tu le regardes, ce miroir. Tu le regardes comme un objet ordinaire. Mais c'est vrai, mon oncle. Je le regarde. Je peux le regarder. La vérité nous a délivrés tous les deux. Si tu voulais, mon enfant, faire quelque chose pour moi à ton tour, mets un point final à cette triste histoire. Mais peut-être ne veux-tu pas me pardonner? Oh, si, oncle Gérard, je vous pardonne. Et je vous remercie, vous m'avez rendu la vie. Alors fais-moi une grande joie. Brise cette glace. Ce sera comme un exorcisme, un double exorcisme. Prends un des chandeliers là sur la cheminée et brise-la. Ne crains rien, mon enfant, c'est moi qui te le demande. Frappe! Et vous n'avez pas de bagages. J'espère que vous ne venez pas pour... C'est un hôtel convenable ici. Dis donc, faut vous raconter sa vie quand on vous loue une chambre? Non, mais enfin... Allez, tenez.
Voilà votre fiche et votre pognon. Merci. Je vais vous conduire. C'est au 3e. Le 3e. Mon étage préféré. Il n'y a pas d'ascenseur. C'est une vieille maison. Heureux qu'il en reste encore une ou deux. Hein. Déjà que les Champs-Élysées vont ressembler à New York. Dites, il y a longtemps que vous tenez cette tôle? 7 ans. Vous connaissez les gens du quartier? Je connais personne. Très bien, mon vieux, très bien. Vous avez raison. Les tours d'ivoire, c'est pas comme celles en béton. Ça se fait de plus en plus rare. Il y va de la vie d'un homme, mon vieux. Vous comprenez, les déclarations d'un notaire, il y a le secret professionnel. Si le divisionnaire apprend que je vous ai communiqué le dossier... Mais qu'est-ce qu'il fait chez le juge, Gallois? Il fait inculper Marc Jolinon pour crime crapuleux avec préméditation et faux témoignage. Ah, ça va être cher. Prohibitif. C'est pourquoi le secret professionnel du notaire, je m'en fous, tu comprends? Allez, donne-moi ça, sois gentil. Ah, tenez, monsieur Durtal, mais sous votre propre responsabilité. Merci, mon vieux. Voyons ça. Oh, inespéré, le codicile. Écoute, Galabert, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller trouver Justin Mauduit, le valet de chambre de Franchomme. Quoi, maintenant? Mais le divisionnaire... Le divisionnaire, je m'en charge. Voilà, pour Mauduit, il y a une chose que j'ai besoin de savoir. C'est pas moi, monsieur l'inspecteur. C'est pas moi, je vous le jure. Pourtant, tu vas toucher le gros paquet. T'en avais marre de travailler, tu l'as dit. Alors, non seulement tu l'as tué, mais tu as brisé cette glace, pleine de moulures, de petits anges d'or et des nids à poussière, quoi. Cette glace cassée, c'était la fin de la servitude pour toi. Je ne l'ai pas fait. Avoue que quand t'es rentré à la baraque à minuit, ton maître vivait encore. Mais non, il était tout froid. Écoutez, si j'avais voulu effacer le vieux, c'est moi qui faisais la cuisine, alors vous voyez. Pas besoin de faire tout ce dégât. Pourquoi tu as tiré le neveu dans un piège? Moi? Tu lui as téléphoné de venir alors que tu savais que tu ne serais pas là et que les clés seraient sur la porte. Mais j'ai pas téléphoné, je le jure. Je le jure, j'ai pas téléphoné. Ils n'ont pas téléphoné. Personne n'a téléphoné. Et le commissaire avait promis de me tenir au courant. J'y tiens plus. Une commission de médecins devait examiner Marc. Ça fait 2 jours déjà. Qu'ont-ils pensé, qu'ont-ils dit? Rien. Silence. Il n'y a qu'une alternative. Ou bien les tests seront positifs et on soigne un malade, ou bien ils seront négatifs et alors? Et alors? On arrête un criminel. Jean-Claude, le rideau est de nouveau bougé. En face. Quelle idée! On nous observe, j'en suis sûre. Imagination! D'ici à voir des fantômes sortant des miroirs. Les miroirs, je ne veux plus voir un seul miroir ici. Cocteau le disait bien. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de renvoyer les images. Allô? Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Justement, je me demandais... Oui, vous m'aviez promis. Très bien. Comptez sur moi. Dans 1 heure, entendu. Non, mais je sais où le joindre. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Je vous demande pardon, commissaire, mais au téléphone, vous avez dit que vous alliez tout nous expliquer. Mais vous-même, vous n'avez rien à nous confier? Absolument rien, monsieur le commissaire. Laissez répondre Madame Jolinon, s'il vous plaît. C'est bien vrai, madame? Rien à nous dire? Eh bien, non, rien. Seulement, j'aimerais bien voir mon mari. Je note, madame. Messieurs, nous vous écoutons. Voici un double mandat d'arrêt. Vous êtes inculpé d'assassinat sur la personne de Gérard Franchomme. C'est une plaisanterie. C'est la PJ ici, pas les 2 âmes. Cette arrestation est totalement arbitraire. Monsieur Durtal, ici présent, va vous éclairer sur les raisons de cette action arbitraire. Du temps perdu, vous ne voulez pas avouer tout de suite? Avouer? Avouer quoi? C'est insensé. Comme vous dites, papa. Oh, Picoche, je t'en prie. Durtal, tu as la parole. Votre mari, madame, souffrait d'une névrose caractérisée, la phobie des miroirs.
Il tentait de la dissimuler. Vous, au contraire, vous avez cherché à lui donner de la publicité. Je ne comprends pas. Vous avez averti M. Robinet, son directeur, et tout le bureau avec lui. Vous avez fait mieux que cela. Vous avez envoyé à votre mari un miroir qui a déclenché un esclandre. C'est faux. Jolinon perd sa place et son moral. Par de petits chocs répétés, tous les jours, à la maison, vous sapez ce moral défaillant. Et afin que nul n'en ignore, vous l'envoyez chez moi, sachant par une amie que je collaborais avec la police. Il est allé vous voir de son plein gré. Non, madame. Nous savons que vous l'y avez poussé. Mais pure folie. Marc avait souvent manifesté le désir Je de... vous en prie, monsieur Alia. Vendredi, le jour de congé de Justin, vous, et vous seul, vous envoyez votre mari dans un piège où il a bien failli laisser sa tête. De quel piège parlez-vous? Monsieur Franchhomme avait lui-même convoqué ses neveux pour ce jour-là. C'est seulement parce que Marc lui-même m'avait invité à dîner que Madame Jolinon n'a pu l'accompagner. Marc avait eu la même idée, rencontrer son oncle seul à seul. Mais dans le cas contraire, il devait y avoir une petite migraine en réserve, non? Je ne vois pas ce que vous allez chercher. Marc m'a téléphoné vers 6 heures et Passons, voulez-vous. Et c'est là que votre plan était diabolique. Vous, madame, vous aviez parfois pénétré dans le bureau personnel de M. Franchhomme. Votre mari, jamais. Vous étiez donc seul à savoir qu'une grande glace de Venise ornait la pièce. Ayant exacerbé la phobie de votre mari, vous l'avez envoyé dans cet ignoble traquenard. Alors là, je proteste. À quel amateur avez-vous confié votre enquête, monsieur le commissaire? En admettant, d'une façon purement théorique, que Madame Jolinon ait échafaudé pareil projet, comment tabler sur les réactions d'un malade? Aussi, en cas d'échec, vous aviez prévu une solution de rechange. Vous attendiez dans le jardin le départ de Marc Jolinon. Comme Franchhomme était encore bien vivant, vous avez fait irruption dans son bureau et vous l'avez frappé. C'est faux. Monsieur Franchhomme a tenté de s'emparer de son revolver. C'est la preuve qu'un inconnu s'est trouvé devant lui. Vous avez eu de la chance. Marc ayant détruit le miroir sur la demande de son oncle, le chandelier portait encore ses empreintes. Sans doute aviez-vous entendu le bruit et vous n'avez saisi le chandelier qu'avec un gant ou un mouchoir. Un peu de logique, je vous prie. Comment aurais-je pu perpétrer cet horrible meurtre et me trouver paisiblement en train de dîner chez les Jolinon lorsque Marc est rentré? Vous avez une voiture, monsieur Alia. Marc ne conduisait pas. Il est donc rentré tard, à 9h passées. Et personne n'était là pour regarder la pendule. Mais enfin, ce pauvre garçon était fou, vous le savez. Il est rentré en clamant qu'il était guéri. Ah, guéri, il l'était. Et cette guérison ne faisait pas partie de votre plan. Vous avez donc subi là votre première déconvenue. Vous mentez tous. Moi, en tout cas, je n'ai rien fait. Oh, n'ayez crainte, madame. Nous n'allons pas vous accuser d'avoir frappé à mort un vieillard à coups de chandelier. Ce n'est pas un travail de femme. Mais votre complicité est évidente et vous paierez votre part. Allons, commissaire, nous sommes entre gens de bon sens. Pourquoi aurions-nous échafaudé un tel roman noir? Puisque nous sommes à la police, employons le jargon policier. Nous n'avions aucun mobile. Galabert, s'il te plaît. Un résumé des dispositions testamentaires de Gérard Franchhomme. Emma et Marc Jolinon, étant cousins germains et mariés sous le régime de la séparation de biens, chacun devait toucher la moitié de la fortune, hormis le lait consenti à Justin Mauduit. Que dit-il? Au cas où l'un des deux époux demanderait le divorce, il perdrait aussitôt sa part d'héritage qui serait intégralement remise à son conjoint. Gérard Franchhomme avait des raisons personnelles de haïr les mauvais ménages. Mais personne ne voulait divorcer. Ni Marc, ni Emma. En êtes-vous bien sûr? Êtes-vous bien sûr qu'il n'existait pas une intrigue entre vous? Alors ça, c'est la meilleure. Nous n'éprouvions aucune sympathie l'un pour l'autre. Nous nous supportions par amitié pour Marc. Tout le monde vous le dira. Comédie, cela aussi. Oh, votre préméditation fut minutieuse. Je vous défie de prouver qu'il existait quoi que ce soit entre Madame Jolinon et moi. Alors là, permettez, j'ai mon mot à dire. Mais ça fait 2 jours que j'ai une chambre à l'Hôtel des Sablons. Ça vous dit quelque chose, l'Hôtel des Sablons? Une belle chambre au 3e, avec vue sur la rue. Tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'on nous observait. Considérez-vous cet aveu comme suffisant, Alia? Idiote. Galabert, emmène-les. Par ici, vous deux. C'est ta faute. Tout est ta faute. Je savais qu'on ne pourrait pas réussir. Idiote. Allez, allez. Sombre idiote. Allez, allez. Toi. Ça y est, ils s'engueulent, hein. C'est bien rare qu'un tel amour résiste à une arrestation. On se renvoie à la balle.
Il faut croire qu'Emma et Jean-Claude, ce n'était pas le ciel sur la terre. Le ciel de lit, oui. Ah, le meilleur ami du mari, c'est du vaudeville. Heureusement, l'amitié garde parfois ses droits. Qu'en penses-tu, mon vieux Gallois? Eh oui, oui, la main dans la main. Merci, Durtal. Le miroir aux alouettes. C'était une pièce d'Isabelle Villard. La distribution était la suivante. Roland Durtal, René Habib, le commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solnia. Galabert, Adrien Nicati. Marie, Claude Abran. Marc Jolinon, André Faure. Jean-Claude Alia, Jean-Charles Fontana. Justin Mauduit, Georges Vode. Gérard Franchomme, Marcel Vidal. Monsieur Robinet, Jean d'Armance. Le portier, Richard Corena. Emma, Denise Gouverneur. Assistante, Geneviève Chop. Mise en onde, Éric Miche.